Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'étudiant. On va corriger aujourd'hui le bac de philosophie de la série technologique, enfin des séries technologiques, le bac 2022. J'accueille Laurent Paillet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour Thibaut. Vous êtes prof de philo en terminale. Vous avez pu explorer les sujets ce matin du bac technologique. En même temps que tout le monde. En même temps que les autres, oui, on les a pas eu en avance. Hein. Non. Voilà, donc on a planché en même temps que les élèves. Vous avez planché en même temps que les élèves. Alors moi j'ai une première question avant d'attaquer le sujet. Est-ce que c'était difficile? Donc des sujets assez classiques, bien que le premier sujet là, sur la liberté avait quand même une petite résistance. Hein. Il fallait être joueur pour s'y lancer, mais des sujets magnifiques. Alors les deux premiers sujets, donc, ce sont des dissertations, il y a un sujet de texte. On commencera par les dissertations, des dissertations qui parlent de droit et de liberté. Moi ça m'a fait un petit peu tilt, je pense que peut-être beaucoup d'élèves auront contextualiser ça avec ce qui s'est passé ces dernières années, le Covid, avec la crise sanitaire, puisqu'on parle de liberté, de désobéir, on parle de défendre ses droits. Est-ce qu'on pouvait ou pas, vous allez nous dire, parler du masque, parler de ceux qui refusent de se faire vacciner, de ceux qui ne veulent pas porter le masque quand c'était obligatoire? Ah ouais, alors parler ou pas, c'est une grande question. Je ne suis pas un censeur, mais en tout cas, si on l'évoque dans l'introduction, je crois que ça a été, je n'ai pas encore vu les copies, mais j'imagine une réaction assez naturelle. Il faut prendre rapidement de la hauteur. L'acte de faire de la philosophie ne consiste pas à commenter l'actualité, nous ne sommes pas des commentateurs de l'actualité, nous essayons de comprendre quelles sont les logiques. Et donc oui, des gens ont refusé de porter le masque, mais quelle est la logique qui est derrière? Quel argument? Comment être pour ou contre cette attitude? Et donc ne pas passer son temps à discuter pro-vaccin, anti-vax, pro-masque ou que sais-je, mais d'essayer de donner les raisons. La logique est donc faire de la philosophie politique, faire de la philosophie tout simplement. On l'utilisait comme un exemple d'introduction, et puis après, on se dégage. On s'en dégage, et puis... Alors, on va détailler le sujet Allons-y. numéro 1 de dissertation. La liberté, le sujet que vous avez jugé difficile, la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne? Alors premier réflexe, il faut prendre de la hauteur, relire la question plusieurs fois. Qu'est-ce que vous, en relisant la question plusieurs fois, qu'est-ce qui vous fait tilt? Sur quel mot vous butez? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Alors, déjà, je pense qu'au brouillon, moi, j'aurais regardé la forme négative, n'obéir à personne. Obéir, c'est respecter une parole. C'est accepter une parole et agir. Obéir à personne, c'est donc en fait sortir de ce rapport d'une parole qui oblige et de trouver par là la liberté. Donc en ce sens, on pourrait dire que la liberté consiste à n'obéir à personne. Alors les concepts, c'est les concepts d'autonomie. Bien sûr, à ne pas confondre l'autonomie et l'indépendance. On est autonome, du grec autonomos, se donner à soi-même sa propre norme. Et donc une première réflexion sur la liberté comme fonder pour soi sa propre norme. Mais alors là, je pense que j'aurais eu du mal. Parce que le concept de personne, il est quand même là. Et quand je me donne à moi-même ma propre norme, je suis une personne qui m'oblige. Je m'oblige moi-même, je me donne à moi-même ma propre norme. Et je pense que là, il y a une difficulté. Comment, tout en étant une personne, je peux ne pas m'obliger, ne même pas m'obéir à moi-même pour être libre? Le sujet semble poser une certaine difficulté. Si on pousse un petit peu plus loin, on pourrait, avec Sartre, par exemple, montrer que l'existence n'est pas déterminée par avance et que nous sommes libres, qu'aucune naissance ne prédéfinit l'existence et que finalement nous sommes libres. Dans ce cas-là, la liberté, c'est n'obéir à personne, puisqu'elle est pure liberté. La liberté est purement en acte. Oui, mais alors mais si on dit ça, la liberté est indéterminée. Et donc l'énoncé ne veut plus rien dire. Donc le problème, moi, que je verrais ou que j'énoncerais, c'est de dire que dans un premier temps, la liberté, bien sûr, consiste à n'obéir à personne, c'est de se poser soi-même comme sa propre norme. Mais si on fait cela, est-ce qu'on a encore un concept de liberté? Puisque la chose est floue, elle n'est pas délimitée, elle n'est pas bornée. Et la liberté étant première, elle ne connaît pas dans sa réalisation, comment dirais-je, de formes qui permettent de la saisir. Ouais, très très conceptuel quand même. Il y a beaucoup de voies possibles. En fait. Beaucoup de possible, oui. Au niveau des, vous avez parlé de Sartre, au niveau des auteurs, au niveau des connaissances à extraire du cours, là, qu'est-ce qu'on Alors, pourrait, au début, moi, je montrais simplement que sur le concept d'autonomie, d'être à soi-même sa propre norme, on peut penser à Kant, qu'on peut poser ses propres normes, qu'on peut viser ses propres fins, puis en visant ses propres fins, on peut choisir comment s'orienter.
Et donc la liberté, c'est n'obéir à personne. C'est-à-dire que je n'attends pas que quelqu'un me dise quelque chose. Kant, Vatista of Klerum, réponse à la question qu'est-ce que les Lumières, quitter la minorité et choisis de penser toi-même. Penser par toi-même. Donc d'abord, un premier moment, j'aurais fait assez kantien. Dans un deuxième moment, j'aurais montré qu'en fait, ça correspond finalement à obéir à soi. Mais l'obéissance à soi comme personne est compliquée puisque ça présuppose que la personne que je suis est constant. Or, Montaigne a dit que ce qu'il y a de constant chez l'homme, c'est son inconstance. Et donc finalement, si la liberté est première, elle ne fonde pas le concept de personne. Le concept de personne dépend du concept de liberté, mais comme la liberté est pure liberté, ben je perds en fait la continuité ou l'unité du concept de personne. Alors pour résoudre ça, en fait, assez simplement, en reprenant encore le sujet, la liberté consiste-t-il à n'obéir à personne? Je vais retravailler le concept d'obéissance de manière un petit peu plus précise. Parce que obéir, ce n'est pas se soumettre. Obéir, ce n'est pas accepter bêtement ce qu'on me raconte. L'obéissance peut présupposer la compréhension et la connaissance. Je peux finalement obéir à un ordre de mes parents parce que j'en comprends toute l'intelligence. Et donc, obéir signifierait là, par là, adhérer. Adhérer à un commandement qui n'est pas le mien, qui ne vient pas de moi, mais dont j'en comprends toute la finalité. En cela, la liberté consiste dans l'obéissance. C'est-à-dire, non pas à résister, mais à faire ce que l'on me demande, parce que quelqu'un d'autre voit plus loin que ce que je vois et arrive à me le faire comprendre. C'est bien sûr la thèse de Thomas d'Aquin dans sa somme théologique. Peut-être que le concept d'obéir, je le rencontrerai d'une autre manière en grand 3, et montrer que obéir, c'est pas simplement faire ce que l'autre me dit, mais c'est suivre une nécessité. Or, je dois obéir à mon corps. Quand je suis fatigué, quand je suis épuisé, je n'obéis à personne, mais j'obéis à une réalité qui fonde la personne, le corps. C'est Paul Ricoeur dans Le volontaire et l'involontaire au tome 2. Le corps est une source de motifs parmi d'autres qui doit orienter ma volonté. Et ma volonté étant ce qui fonde la liberté, elle n'est pensable que dans mon corps. On sent un petit peu quand même qu'il y a beaucoup de concepts qu'on pouvait explorer. Est-ce que sur ce sujet, les correcteurs auront, parce que vous avez dit qu'il est plus difficile, est-ce qu'il y aura peut-être une forme d'indulgence ou de valorisation de la prise de risque d'un sujet plus Non, vaste, ce qu'on dit toujours, c'est que le candidat est responsable du sujet qu'il prend. Je veux dire, c'est comme gravir une montagne. Si vous choisissez la montagne la plus difficile et que les secours viennent vous chercher, c'est votre responsabilité. Il fallait prendre une montagne qui était un tout petit peu moins haute. Ok, bon, bah, le message est passé. Le sujet numéro 2 de la dissertation. Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens? On parle encore ici de justice. Les deux concepts se ressemblent un petit peu peut-être, mais là, je pense qu'il faut l'interpréter différemment. Comment vous prenez du recul par rapport à la question? Le mot « défendre », on ne défend que ce que l'on a. Vous défendez votre territoire, vous défendez votre beefsteak, parce que vous l'avez. Donc on ne défend que ce que l'on a. Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens? Ça présuppose donc que mon droit, je l'ai. Et donc, les moyens sont alors les moyens prévus par le droit. Puisque le droit m'appartient, puisque le droit détermine ce que je peux faire ou non, Hegel, le droit est condition de possibilité de l'agir humain, alors nécessairement, le droit me donne la possibilité de défendre. Et les moyens sont prévus par le droit. Le tout ici n'est pas en comprendre au sens global, général, mais tout ce qui est permis par le droit. Donc tous les moyens prévus par le droit peuvent être utilisés pour défendre mes droits. Cependant, il y a peut-être une difficulté. C'est le concept de moyen. Parce que qui dit moyen dit fin. Et on sait très bien, notamment si je prends le cas en construction, que si je veux bâtir un mur, j'ai des outils spécifiques, une truelle, une bétonnière, etc., à prendre pour pouvoir construire le mur. Le moyen est en vue de la fin. Or, en matière d'éthique, en matière politique, il est des moyens qui contredisent la fin. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, qu'on m'estime, que j'estime être lésé dans ma réputation, il y a des moyens que je ne peux pas prendre, parce qu'ils vont me rabaisser au moment même où je demande d'être estimé. Autrement dit, la question sous-jacente ou le doute, c'est de savoir est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que tous les moyens sont à la hauteur de la fin? Eh bien, simplement, non. Et donc, dans ce cas-là, est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens n'est pas pensable. Puisqu'en fait, tous les moyens ne peuvent pas être pris, quelle que soit la cause. On pourrait donc se demander, mais
est-ce qu'on ne peut pas jouer d'innocence en disant simplement « Ah mais je ne savais pas. Ah bon, j'ai fait ça. Ah, les conséquences sont ainsi. » L'innocence, dit Thomas d'Aquin, est en cela toujours coupable parce qu'elle est une organisation de ma non-connaissance des choses. Donc je ne peux pas dire que je ne savais pas que ça allait avoir cet effet, je suis désolé, monsieur le juge. Non, les moyens impliquent nécessairement la fin. Donc en cela, on ne peut pas dire que pour défendre ses droits, on peut prendre tous les moyens, puisque la défense semble alors contradictoire. Le problème est simple. D'une part, on peut défendre ses droits parce qu'ils sont à moi et il faut les défendre par les moyens que donne le droit, mais tous les moyens ne conduisent pas à la même fin, et donc je ne peux pas prendre tous les moyens pour défendre mes droits. La solution peut être, chez Hannah Arendt, le concept d'abord de révolution. Le concept de révolution est très beau chez Hannah Arendt. Ce n'est pas le fait qu'un individu se rebelle, c'est tous ensemble. Nous sentons ou nous avons l'intuition que quelque chose ne va pas. Donc défendre ses droits, ce n'est pas défendre mon droit. C'est toujours défendre à travers mon droit le droit des autres, ou à travers le droit des autres, défendre le droit qui est le mien. Et en cela, dit Hannah Arendt, la révolution est toujours un fait purement politique. La défense de tous les droits par mes droits. Mais tous ensemble, nous avons l'intuition que quelque chose ne va pas. Tous ensemble, au même moment, dit Hannah Arendt, nous descendons dans la rue et nous disons stop. Dans ce cas-là, le moyen n'est pas ce que moi je prends, mais ce que ensemble nous prenons, la révolution, pour pouvoir défendre nos droits. Donc on pouvait ouvrir sur le collectif, même si c'est écrit ses droits, ça va au-delà de... Mais je pense qu'il faut nécessairement ouvrir les collectifs, puisque la défense, quand je défends vos droits, ce sont mes droits que je défends. Quand je défends la liberté de la presse, c'est finalement ma liberté de parole que je défends, puisque c'est la même. Donc vous donnez des droits à vous, c'est garantir mes droits à moi. Oui, bon, donc voilà, rien de plus à ajouter sur ce sujet. Non. C'était un peu plus clair quand même que le sujet 1, notamment dans votre démonstration. Et le sujet 3, c'est donc un commentaire de texte tiré de l'encyclopédie de Diderot. Alors un sujet qui a accompagné pour le bac technologique de questions, il y avait une série de quelques questions, une petite dizaine de questions, avec le choix de les utiliser ou pas. Alors, nous, on va pas reprendre les questions. L'idée ici, c'est de comprendre s'il fallait tirer du texte. Les candidats qui ont pris les questions pourront rapprocher ça aux questions, mais nous, on va les laisser de côté pour mieux s'intéresser à ce qui est raconté dans le texte. Un texte qui parle de vérité et aussi de jugement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez compris cet extrait ? En fait, le texte est assez technique, parce qu'il est en quelque sorte à la négative. Le texte consiste à dire que les choses ne sont pas tout à fait comme ce qu'elles sont. Mais ce n'est pas grave. Le texte commence par une hypothèse. Si je savais qu'il avait vu, si je savais qu'il allait me dire la vérité. Or, la première hypothèse, s'il avait vu, sera traitée plus tard, mais le doute pose déjà, c'est s'il avait l'intention de me dire la vérité. Le texte de Diderot consiste simplement à dire que les personnes qui me parlent n'ont pas forcément l'intention de me dire la vérité. La question est donc de savoir est-ce que la vérité est inaccessible, puisque l'on sait à l'époque de Diderot que la vérité est vraie selon une démonstration. Si je suis capable de démontrer, comme en mathématiques, comme en géométrie, c'est vrai. Mais dans les faits de la vie ordinaire, comment démontrer ? Donc, est-ce à dire que la vérité est inaccessible ? Ce qui a lieu est inaccessible ? Eh bien non, dit Diderot. Puisque si je sais que les gens vont me mentir, et si je comprends qu'ils me mentent parce qu'ils ont vu quelque chose. Autrement dit, le fait de ne pas vouloir dire la vérité prouve qu'il y a quelque chose. Alors, concept un peu difficile, ramenons-le à une chose très simple. Un homme qui trompe sa femme. On ne sait pas avec qui, ni comment, ni pourquoi. Mais son mensonge indique que s'il ment, il y a un fait qui le force à mentir. Et donc, plus il ment, plus cela prouve qu'il y a quelque chose derrière. Mais quoi ? On ne sait pas. On a juste l'assurance qu'il y a quelque chose qui le fait mentir. Comme s'il y avait un astre derrière qui dévie la trajectoire d'une étoile ou d'une planète. Donc on comprend que la trajectoire est déviée, mais qu'est-ce qui l'a fait dévier ? On ne le sait pas. Donc tout le propos de Diderot consiste à dire que ce n'est pas parce qu'il y a un mensonge ou partout, un manque de vérité, duperie, tromperie, que le fait est inaccessible. Je sais qu'il y a quelque chose, quoi, je ne sais pas, mais je sais en tout cas que tu me mens et qu'il y a une vérité quelque part derrière. Donc, que je peux chercher, je peux enquêter, je peux pousser mon enquête pour voir qu'est-ce qui te pousse à déformer ainsi la vérité, mais il y a quelque chose que l'on peut saisir.
Vous me disiez tout à l'heure que le mot vérité était important, donc il y a des notions qui doivent apparaître dans la composition des élèves. Qu'est-ce que vous allez juger en corrigeant cette copie? Est-ce qu'il y a des mots qui, s'ils ne sont pas dedans, ce ne sera pas éliminatoire, mais ce sera sanctionné? L'important, ce sont les mots du texte. Encore, le mot démonstration apparaît en disant qu'il ne peut pas y avoir de démonstration, il faut le définir. Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration? Il parle justement de ces moments de déviation. Donc, quel champ lexical il utilise? Pourquoi est-ce qu'il utilise celui-là? Et pourquoi ce champ lexical est une réelle objection, finalement. Moi, je pense qu'à la lecture du texte, en prenant un peu de recul sur le commentaire, le mot jugement est important. Être capable de juger que quelque chose est faux, c'est déjà montrer la vérité. Et donc ce rapport du vrai au faux, du discours qui trompe, qui dupe, qui tire la vérité vers ce qu'elle n'est pas, voilà, je pense qu'il fallait creuser de ce côté-là. Et si, alors pour peut-être les personnes qui n'ont pas forcément pris les questions, est-ce qu'on pouvait se permettre d'ouvrir un petit peu sur d'autres auteurs qui ont traité du sujet, ou c'est pas nécessaire? Alors, c'est pas nécessaire parce que le texte se suffit à lui-même, rien que le texte, en essayant de dégager les étapes, les modalités, etc. Donc ça, je crois que ça va assez bien. Hein. Et pourquoi ne pas ouvrir? Parce que sinon, on va commenter le texte d'un point de vue extérieur. Mais là, ce qui est important, c'est quel est le problème que se pose Diderot? À quoi est-ce qu'il se confronte réellement, objectivement, radicalement? Et qu'est-ce qui fait la singularité dans ce texte de sa pensée? Et pas de façon générale. Parfait, merci beaucoup. Si vous n'avez rien ajouté sur les Moi, ça me va. particuliers, merci beaucoup d'être venu jusqu'à l'étudiant pour nous aider à y voir plus clair sur les sujets de philo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous trouverez des corrigés écrits sur le site l'étudiant.fr. N'hésitez pas à prendre le temps de les consulter. Ça servira aussi d'annales si vous passez la philo l'année prochaine, par exemple. Et puis, on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos, notamment demain pour le français. En attendant, bon courage à tous pour ceux à qui il reste des épreuves avec la chaleur. Et très bonne fin d'année scolaire à tout le monde et aussi bon courage pour le grand oral. Merci beaucoup. À bientôt.